Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Pour nous, dans cette technique Imago, on est conscient que 90% des problèmes du couple viennent du passé, et notamment de l'enfance. Ça, c'est un point hyper important dans cette technique. Dans le transgénérationnel aussi, ça peut aller très loin, mais en tout cas, on sait que voilà, notre partenaire est très peu responsable. Et il est responsable d'appuyer sur des boutons qui font mal. Mais le bouton rouge là, qui fait mal, il n'a pas été créé par le partenaire. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre au cœur de la Suisse, car ils viennent de Suisse et je suis très très content de les accueillir, Carla et Carlo. Alors je vais vous appeler par vos prénoms respectifs parce que votre histoire est incroyable. En même temps, vos prénoms sont incroyables, même vos noms sont incroyables. On a l'impression qu'il y a une coïncidence comme ça, que toutes les planètes étaient réunies pour que vous soyez ensemble tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Carla, bonjour Carlo. Magnifique, merci d'être là. Et merci également de prendre le temps de venir nous parler un petit peu de votre parcours de vie et de l'expertise, de ce que vous pouvez proposer à ceux et celles qui nous regardent. On est au cœur de l'art du couple, Carla ? Oui, absolument, oui. C'est un art, hein, pour pouvoir rester ensemble et être heureux d'être ensemble surtout. Qu'il y a un bonheur là-dedans. Exactement, voilà. et vous êtes sans doute la clé du bonheur. Carlo, ce couple que vous formez aujourd'hui dure depuis combien de temps ? 46 ans. 46 ans, avec beaucoup de hauts, de bas, mais depuis quelques années, depuis qu'on a découvert cette approche de l'art du couple, enfin de l'imago, je veux dire que c'est une nouvelle relation qui a commencé à partir après 20 ans de vie commune. Oui. On peut dire qu'une nouvelle relation a commencé vraiment grâce aux outils qu'on a découverts et qu'on a ensuite désiré transmettre plus loin. Transmettre, on va en parler bien évidemment. On va parler de vos ouvrages aussi. L'art du couple, c'est le titre de cette émission. C'est aussi le titre de votre petit dernier, comme on dit. Et on va parler, alors juste déjà par rapport, moi je trouve qu'il y a des synchronicités dans cet univers qui sont extraordinaires. Vos prénoms et vos noms. C'est quand même fantastique. Oui. Carla et Carlo. Mais c'est digne mais c'est du cinéma. Enfin, je veux dire, c'est un titre de film. Oui, on pourrait le croire. Hein. En tout cas, c'est pas des scènes, c'est pas des noms de scène. C'est pas des noms de scène, c'est pas des pseudos artistiques. C'est vraiment. C'est nos vrais prénoms. C'est vos vrais prénoms. Nos amis nous appellent les Carly, du reste, pour simplifier, voilà. Et Trippy et Nessie. Voilà. C'est vrai, hein, ça se ressemble un peu quand même. Hein. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Racontez-nous votre histoire, en tout cas au travers de votre rencontre, Carla. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, moi, j'ai rencontré Carlo à un match de hockey. Alors, il faut savoir que je n'aime pas le sport spécialement, pas du tout, mais que j'avais déjà eu un mariage et divorcé avec 2 enfants, et mon fils aîné voulait aller voir un match de hockey. Et donc, par gentillesse pour lui, je suis allée. Et en fait, quand j'ai vu Carlo, à la fin du match, parce qu'il était le gardien, alors il était harnaché. Ah, j'étais joueur, vous étiez un joueur de hockey. Oui, il était le gardien de l'équipe. Okay. Et donc, je ne l'avais pas repéré. Je disais, oh là là, l'équipe de brutes, oh là là. Et puis tout d'un coup, on a été boire un pot à la fin, j'ai vu entrer cet homme. Et je me suis dit, incroyable, voilà mon mari. Et j'étais scotchée. Comme une évidence. Déjà de penser ça sans le connaître. Bon, je sais pas, c'était vraiment spécial. Mais après coup, j'ai appris quand on travaille sur les couples que c'est pas bon signe. Ah. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre.
Et le coup de foudre, finalement, c'est une ouverture énorme, comme ça, sur l'amour, mais on ne voit pas la personne vraiment. Mais en tout cas, votre histoire prouve le contraire. Ben, on a dû travailler pour que je vois qui était Carlo, et pas ce que j'avais vu au travers de la porte quand il est rentré. Bon, et alors justement, l'effet inverse, Carlo, vous voyez effectivement Carla, elle se dit ça, elle pense ça, elle rayonne ça, et vous? Pour moi, c'était un peu plus moins dense, disons, comme première rencontre. J'ai trouvé cette personne très intéressante. Ça a commencé avec un quiproquo parce que après le match, on a été manger quelque chose avec toute l'équipe et Carla nous a suivis. Et elle m'explique sa vie et son histoire de séparation avec 2 petits-enfants. Et moi, j'ai dit, oh, quel dommage, en pensant à 2 enfants qui étaient là au milieu. Et Carla a compris ça comme, c'est dommage d'être une femme comme ça qui abandonne son mari et qui part avec 2 enfants. Donc, il y a un quiproquo. Et puis, au bout de quelques temps, on s'est retrouvés. Et puis, voilà, l'histoire a commencé très lentement, très doucement. En fait, parce que Carla commençait une nouvelle formation de thérapeute. Et je me suis rendu compte que si je ne faisais pas un travail personnel pour rester avec elle, c'était voué à l'échec. Et donc, moi, je me suis mis aussi à travailler sur moi, sur faire une thérapie. Et puis de là, très rapidement, on a commencé notre vie professionnelle à se former ensemble et séparément aussi. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde, vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment. Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Alors, on dit souvent, et parfois, en tout cas, je ne sais pas si en France, c'est un petit peu plus présent qu'en Suisse, mais on dit souvent que travailler en couple est sans doute une des choses les plus difficiles. C'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est vrai parce que comment est-ce qu'on va partager l'espace? Et puis, on est très différents. Moi, j'aimerais aborder les choses comme ça. Carlo les aborde comme ça. Donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup fait travailler, de travailler ensemble. Mais on n'a pas lâché parce que, en réalité, on ne peut pas parler aux autres couples si nous deux, on n'y arrive pas à partager l'espace, à partager notre vie. Donc, ça nous a vraiment beaucoup challengés. Et ça nous challenge toujours. Toujours. C'est un travail qui finit jamais. Ouais. Alors, vous avez décidé de mettre à profit votre expérience, votre histoire, pour construire, j'allais dire, une méthode, une approche du couple qui est basée sur votre histoire et ce que vous avez vécu ou pas, Carlo? Je ne dirais pas tout à fait sous cette forme-là. La structure, la méthode existait déjà. Hein. C'est Harville Hendricks aux États-Unis qui a développé la thérapie Imago. Et nous avons enseigné cette méthode avec des structures très claires, très précises qui venaient des États-Unis. On a accompagné environ 15 000 couples. On a donné plus de 200 stages résidentiels de 5 jours. Donc, on a beaucoup expérimenté, mais au fil du temps, on a dû effectivement beaucoup travailler aussi sur nous. Et ce qu'on a transmis à nos couples, aux couples qu'on a rencontrés, c'est évidemment basé sur cette structure, mais aussi beaucoup nourri par notre propre expérience. Parce qu'on était obligés, nous, de l'utiliser beaucoup, souvent, de par le fait qu'on est très différents, même assez opposés. Nos goûts sont différents, nos perceptions sont souvent différentes.
même assez opposés. Mais ce qui amenait un peu une lutte de pouvoir tout au début, c'est devenu un enrichissement pour le couple. Les différences sont devenues des plus, finalement. Oui, c'est ce qu'on dit, les opposés s'attirent. Oui, c'est vrai. Oui. Hein. Ouais. Ouais. Et puis c'est ça la richesse. Parce que si Carlo est comme moi ou si je suis comme lui, on n'évolue pas beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire qu'un couple qui dit on a tellement de points communs, c'est pas bon signe? C'est-à-dire tant mieux pour eux. Ça risque d'être plus facile, peut-être, je ne sais pas, mais il faut bien se dire que la richesse, elle est vraiment dans le fait qu'on est différents. Mais même pas seulement pour les couples, sur la planète, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une fleur après l'autre, chacune est différente, même s'il y a peut-être des groupes d'âmes qui se ressemblent. Alors peut-être que nous, quand même, on a une âme qui se ressemble quand même. Mais on n'est pas les mêmes quand même. Ouais. Ouais. Moi, je dirais que la similitude, ça nourrit la sécurité. Parce qu'on n'a pas moins de risque de conflit, puisqu'on est d'accord sur beaucoup de points. Alors que la différence nourrit plutôt la confrontation, mais aussi la curiosité. Ça peut nous amener vraiment à la découverte, à la compréhension de pourquoi on est en difficulté avec l'autre, donc la remise en question. Bref, c'est une chance, la différence et le conflit que ça peut amener, parce que vraiment, c'est ça c'est un peu la passion qui vient nourrir le couple. Alors que la similitude, c'est plutôt chercher à sécuriser, à pas avoir trop de remous. Et voilà. Moi, je dirais que ce qui est vraiment passionnant dans le couple, c'est toute cette évolution qu'on peut faire ensemble. Moi, je suis vraiment passionnée du couple à cause de ça, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut plus travailler sur soi qu'avec son partenaire? Il nous met en difficulté à toutes sortes d'endroits où on évolue, et puis on se remet en question, on cherche et tout. Et puis ça, c'est carrément une fête, parce qu'on se transforme. Et après, si on cherche quel est le sens de ma vie, en tout cas pour moi, avec ou sans couple, ça a toujours été un espoir d'évolution, de transcendance. Et donc, il est mon principal allié là-dedans. Parce qu'il ne me laisse pas être trop dans le confort. Et vice-versa, je pense. Évidemment. Vice-versa, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous êtes chacun challengeant pour l'autre. Oui. Sans arrêt. Ouais. C'est ça, là. Est-ce que c'est le fait d'être challengeant l'un pour l'autre dans un couple? Est-ce que ça, c'est un premier fondement essentiel? Absolument. S'il n'y a pas cette challenge qui est provoqué par cette différence et par le fait que notre partenaire va constamment appuyer sur les points qui font mal. On choisit même inconsciemment, alors on le choisit, on dit qu'on choisit à deux niveaux, un niveau conscient parce que esthétiquement, culturellement, sexuellement, etc., ça c'est des choses qu'on peut voir et qui nous plaisent, mais le choix définitif se fait à notre insu et c'est justement parce que la personne a des blessures qui sont similaires aux nôtres. Ça, c'est vraiment les principes de cet imago. Sauf que ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que cette personne qui a des mêmes types de blessures que moi a pris des structures pour s'en défendre, pour s'en protéger, qui sont exactement à l'opposé des miennes. Et c'est ça qui va créer les tensions entre nous. Mais secrètement, ce que je vais reprocher à Carla sont des aspects que je ne peux pas encore voir chez moi. Donc si je peux commencer à aimer Carla avec ces aspects-là qui me dérangent, je suis en train de guérir quelque chose qui est mis dans le congélateur. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est l'effet miroir, oui. Mais alors, il faut voir... Excusez-moi, mais une chose que tu n'as pas dit, c'est que pour nous, dans cette technique imago, on est conscient que 90% des problèmes du couple viennent du passé, et notamment de l'enfance. Ça, c'est un point hyper important dans cette technique. Dans le transgénérationnel aussi, ça peut aller très loin, mais en tout cas, on sait que voilà, notre partenaire est très peu responsable. Et il est responsable d'appuyer sur les boutons qui font mal. Mais le bouton rouge là, qui fait mal, il n'a pas été créé par le partenaire. Et déjà, quand les couples se rendent compte de ça, que oui, je crée des problèmes à Carlo, mais seulement pour 10%. Et le reste, c'est une histoire à lui qui n'est pas résolue, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas encore mise en lumière. Et moi, je suis la gentille personne qui met en lumière. Alors, j'allais vous poser justement la question, parce qu'on parlait du côté challengeant dans le couple. Le problème étant de savoir, enfin la question étant de savoir, où est le curseur du challengeant?
Parce que si on part du principe et du postulat que le couple idéal reste un couple qui se challenge et donc qui est en opposition, ça veut dire que tous les couples qui se prennent la tête sont censés être des couples qui devraient perdurer. Normalement, si on suit votre théorie. Oui, absolument. Je pourrais dire que à peu près, on estime à 90% des couples fonctionnent selon ce système Challenger. 10% ne le sont pas parce qu'ils choisissent une personne qui est très semblable à elle. Et donc là, en général, ça finit par des échecs assez rapidement parce qu'il n'y a plus d'intérêt, on se désintéresse parce que ça devient un peu des eaux dormantes. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de... parce que les conflits permettent justement d'avancer. Dans notre approche, nous disons toujours que le conflit est un ami. Le conflit, c'est le changement qui frappe à la porte du couple. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, si on a les outils pour aller comprendre qu'est-ce qui se joue derrière le conflit, ce que Carla disait, le 90% de l'histoire du passé, on va se rendre compte qu'on est en train de rejouer ou d'activer quelque chose qui était déjà existant et dormant. On vous donnera peut-être des exemples après, bien sûr. Ce sera plus clair. Mais c'est là où on relativise beaucoup, pour le coup, quand on sait ça, quand on part déjà de ce postulat-là. C'est déjà un cadeau énorme. C'est déjà un énorme cadeau, Oui. c'est clair. Il faut s'imaginer un petit nouveau-né, il est parfait, il est plein de possibilités et tout. Ensuite, il va être éduqué, puis aller à l'école et partout. Et il va devoir restreindre beaucoup de ses possibilités. Et oui. Parce qu'on ne le veut pas comme ça, on ne le veut pas comme ça, on ne le veut pas comme ça. Et donc, il met ça au congélateur et le partenaire va essayer de remettre en lumière ce qui devrait changer et émerger de nouveau. Alors, en fait, les conflits, c'est l'opportunité de croître. Après, vous disiez tout à l'heure, hein, mais il faut beaucoup se challenger. On n'est pas obligé tout le temps. Non, tant qu'à faire. Ça se fait J'ai tout seul. envie de dire que la vie, elle nous donne toutes les opportunités pour ces moments où on doit challenger. Oui. On travaille aussi beaucoup sur créer de la joie, créer de la paix, créer du bonheur. C'est ça peut-être quand même le plus important. Mais le challenge, il est là, quoi, si on veut rester ensemble. Ouais. L'ajustement entre deux personnes, ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas chercher des solutions pour régler les conflits, ça ne sert à rien. Parce que ça nous amène toujours vers d'autres conflits. Parce que souvent, quand on essaye de faire une négociation, un compromis, eh bien, plus tard, on va le regretter, on va comparer ce que l'autre a donné autant, etc. Nous, dans notre travail, dans les couples, ce qu'on essaye de faire, au moment où il y a cette challenge, où il y a cette tension qui peut naître entre deux personnes, notre vision première, c'est de remettre le sentiment du lien en route. C'est-à-dire le sentiment de la connexion. Parce que la plupart des difficultés qu'on a dans les conflits provoquent une perte du sentiment du lien. C'est ça le problème de fond. Donc, on essaie de remettre la connexion entre deux personnes et très étonnamment, les conflits se dissolvent par eux-mêmes. En fait, là, on rejoint un peu la physique quantique, quelque part, dans le sens qu'on est tout le temps tous connectés. Et que donc, quand il y a un conflit dans un couple, il y a toujours la connexion, sauf qu'elle est mauvaise. Et que ce que Imago permet, la technique Imago, vraiment assure qu'on se remette en connexion. Et ça, c'est génial, quoi. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est génial. Alors, pardon, juste alors, cette technique Imago, comment la présenter, faire la petite genèse quand même, vous parliez de cette technique américaine. Quels sont les fondamentaux de cette technique? Alors d'abord dire que c'est Harvey Hendricks aux États-Unis dans les années 80 qui a développé ça, et puis toute une équipe de psychologues, de thérapeutes s'est réunie pour creuser, etc. Et voilà, ça s'est développé et maintenant c'est connu dans le monde entier. Si tu permets, il faut dire qu'il s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'il y avait à l'époque. Oui. L'analyse transactionnelle, la gestalt, il a pris le travail de Jung, il a pris énormément de choses. Et il en a fait une sorte de best-of un peu de toutes ces approches. Et il a construit ça à partir de ses souffrances à lui, parce qu'il était en échec et il était très croyant et que c'était très important pour lui de pouvoir maintenir un couple. Et sa femme est partie avec 5 ou 6 enfants à l'époque. Et donc, il était très en souffrance et il a eu de cesse de comprendre, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et on n'a aucune théorie solide qui puisse expliquer ce que c'est que la relation. Il y avait toutes sortes d'approches, mais surtout pas d'outils.
Et c'est là qu'il a développé. Je ne veux pas insister là-dessus parce que c'est toute l'histoire. Mais les principes de base sont vraiment, d'abord que tous les couples ont des conflits. C'est impossible d'éviter des conflits. Ou les couples qui n'ont pas de conflits, c'est des couples qui essaient vraiment, qui par leur structure, je vous expliquerai après, cherchent juste la sécurité et donc finissent par s'endormir, faire de la cohabitation. Voilà. Mais tous les couples ont des conflits. Et donc, il s'est dit, mais s'il y a des conflits, c'est qu'il y a une raison. L'être humain n'est pas si stupide que ça, qui se met en relation pour... Et il a compris que les conflits étaient basés sur des blessures, ce que disait Carla, sur les blessures du passé. 90% des conflits qu'on peut avoir, des difficultés qu'on rencontre dans le couple, sont basés sur des réactivations des blessures de l'enfance. Et donc, il a beaucoup développé la compréhension de qu'est-ce que c'est que les blessures de l'enfance. Conscientes ou inconscientes, hein. Oui, la plupart du temps inconscientes. Surtout inconscientes. Mais qui deviennent conscientes parce qu'elles se répètent sans arrêt dans le couple. Et donc, quand on met un peu d'éclairage là-dessus, et surtout en rapport avec le passé, ben, on peut commencer à les comprendre et à les intégrer. Et voilà. Oui, puis moi, j'aimerais dire que pourquoi j'adore cette technique, c'est parce que il a amené une notion qui n'était pas là jusque-là, c'est que le couple, c'est un trio. C'est toi et moi. Et il s'est intéressé, c'est quoi le « et ». Alors, c'est tout le travail de Martine Buber, si vous connaissez. Non. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la relation, quoi. Il y a toi, il y a moi, mais entre nous deux, il y a le « et ». Et en fait, dans cette technique Imago, le « et » agit. On travaille avec le « et ». Et ça, j'ai jamais vu ailleurs. Même, comment ça s'appelle là, quand les gens... la communication non violente, qui est très bien aussi, qui fait aussi ce travail sur dire qui on est, ses besoins, ses émotions. Mais là, dans l'Imago, il y a vraiment ce mystère, pour moi, c'est un mystère, c'est mystérieux. Comment ce petit pont qui est entre Carlo et moi, ou entre vous et moi, agit. Ça agit. Je ne suis pas toute seule, il n'est pas tout seul, il y a quelque chose entre nous deux. Et cet espace, nous, on l'appelle l'espace sacré. Parce que c'est là-dedans qu'une rencontre peut avoir lieu. Si on n'a pas cet espace, on n'a pas de rencontre. On ne dit pas toi-moi. On dit toi et moi. Et qu'est-ce que c'est que le « et » le « et », en plus, si tu permets, le « et » en même temps différencie toi et moi, mais en même temps, il connecte, il relie. Exact. Donc, il a les deux effets en même temps. Et donc, il renforce ce sentiment de « j'existe », mais il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a aussi avec l'autre. Sur l'aspect pratico-pratique, quand on suit votre enseignement et quand on suit votre approche, de quelle manière cette méthode Imago se pratique, pour le coup? Alors, en fait, c'est assez simple. Il y a un émetteur, un récepteur, puis le « et », comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'émetteur va parler de tout ce qui le préoccupe, comme il a envie, mais en parlant de lui. Déjà, ça, c'est Il a une règle. Je ne peux pas dire, Carlo, hier soir, quand tu as fait ça, tu as été dégueulasse, par exemple. Lui dire un truc comme ça, ce n'est pas possible. Je devrais dire, quand tu as fait ça hier soir, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai pensé, voilà ce qui s'est passé pour moi. Comme ça, déjà, je ne mets pas la faute sur Carlo. Je prends la responsabilité que je me suis sentie mal et j'explique comment et pourquoi. Et ensuite, je fais un rapport avec mon enfance ou mon passé. Chaque fois. Chaque fois, je regarde ce qui a été troublé chez moi. Est-ce que je connais ça déjà? Est-ce que je l'ai déjà vécu? Oui, mais ça, c'est quand c'est en conscience. Quand c'est conscient. Oui, mais si c'est inconscient, si on sent cet inconfort et que cet inconfort, on n'arrive pas à le traduire dans ce que ça a pu évoquer dans notre enfance. Alors, en fait, en général, le « et », le petit pont nous aide à y aller. On est très surpris de ce qu'on dit. On va juste dire, est-ce que ça me rappelle? Et en général, il y a quelque chose. Et quand il n'y a rien, on a une série de phrases amorces qu'on donne au couple, c'est-à-dire, c'est des phrases de type, est-ce que ça me rappelle de mon passé? C'est la première, mais après, ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, les fois où je me suis sentie comme aujourd'hui, enfin, on va donner des phrases amorces que la personne va pouvoir utiliser pour aller plus loin. Ce qu'on fait, en fait, c'est mettre des spots, des éclairages sur le contenu, et pas seulement
dans une logique intellectuelle, mais ce que je ressens, etc. Et petit à petit, la personne retrouve une atmosphère ou quelque chose qu'elle a connu probablement à un moment donné. Mais comme tu le disais, on n'arrive pas forcément du premier coup à faire des liens, des connexions. Mais à la longue, c'est ce qui émerge finalement quand on a l'habitude de faire ce travail. Parce que c'est compliqué à expliquer, mais le fait de se mettre dans cette position de face à face, avec un émetteur qui parle avec un langage de vulnérabilité, c'est-à-dire en termes de je et non pas tu as fait, tu es comme ta mère, etc. Ouais. Ça sécurise le récepteur qui, lui, enfin, je t'ai volé un peu la parole, là, tu voulais le dire. Oui, parce que j'aimerais... Alors, il faut parler du récepteur aussi beaucoup. Hein. En fait, tu peux y aller si tu veux. Bon, alors, pas de conflit. Hein. Ah non, hein, sinon on met tout de suite la méthode Imago, il met immédiatement en comme place. Ça, vous aurez... Qu'est-ce que ça évoque chez moi pour que chacun prenne la parole. Alors le récepteur, lui, il a juste un rôle qui est extrêmement difficile, c'est d'écouter. Mais d'écouter sans réaction. Parce que systématiquement, quand on écoute quelqu'un, on a un système de comparaison dans notre tête. Quand il nous parle de quelque chose, ah, mais non, moi je vois ça comme ça. On est d'accord, pas d'accord. Et ça s'appelle la réactivité. Et donc, on apprend au récepteur à sortir de ce système de réactivité, ce qui est extrêmement difficile, pour juste écouter les mots qui sont prononcés. Et pour ça, il y a un outil merveilleux qui s'appelle le miroir. C'est-à-dire qu'on reflète mot à mot ce que la personne a dit. Et non pas une reformulation. Exemple. Je t'entends me dire que tu voulais finir de parler du rôle du récepteur. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Là, j'ai un peu interprété parce que... Et si c'est pas tout à fait ça, elle me dit, ah non, j'ai pas dit ça comme ça. Et je dis, alors je t'entends me dire que c'était pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. C'est vraiment un miroir fidèle. Pas un miroir concave ou convexe qui déforme, mais qui renvoie l'image précise de ce que l'émetteur a dit, ce qui a pour effet immédiat de le rassurer. Il est entendu, il est pris au sérieux, on n'est pas en train de déformer ses propos, ce qui lui aide aussi à entrer encore plus dans sa vulnérabilité et d'entrer un peu plus en contact avec son intérieur, avec ses émotions, ses sentiments, ce qui, moi, me donne la capacité d'être encore plus empathique et on met en route un système vertueux, je dirais naturellement, qui nourrit l'un et l'autre. En fait, le rôle du récepteur est fondamental parce qu'on lui dit, toi, tu n'as plus le droit de réagir. C'est comme si tu te mets là sous la chaise et tu fais qu'une chose, c'est regarder, écouter avec ton cœur si tu y arrives, de vraiment être là pour l'autre, d'être présent pour l'autre. Je compare ça à un bol vide. Quand j'écoute Carlo, je suis vide. Et puis je m'intéresse à son histoire parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il vit. Parce que le point est, puisqu'on a toujours un conflit là, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qui se joue en lui? Parce que si je continue de vouloir avoir raison, eh ben on va nulle part. Sur l'aspect théorique, même si vous expliquez un côté pratique, on comprend. Mais quand on vit la situation, ce que vous décidez, en ce que vous suggérez d'appliquer, dans la phase de conflit, c'est pas la même. Il faut dire quand même que parce que l'émotionnel est là, évidemment, il prend souvent le dessus. Exactement. Donc, on conseille au couple, quand ils montent dans la lutte de pouvoir, nous on appelle ça la lutte de pouvoir, on dit, si vous arrivez, que ce soit l'un ou l'autre, stop. Vous stoppez ça. Et vous vous donnez un rendez-vous dans 1 heure. Et pendant cette heure, vous lâchez. Vous dites, j'ai pas besoin de m'énerver, j'aurai l'occasion d'en parler tranquillement. Je serai écoutée, on va me faire le miroir, on va aller... Parce qu'on a parlé de... Il y a 4 étapes dans le dialogue Imago. Alors, il y a une étape pour donner le message, il y a une étape qui résume le message, il y a une étape où on rentre en validation avec le partenaire. Ça veut dire que quoi que me dise Carlo, je dois comprendre son point de vue. Je n'ai pas le droit de ne pas le comprendre. Et surtout le valider, c'est-à-dire lui dire que ce que tu viens de me dire a du sens, même si, et surtout si je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a une confusion entre comprendre l'autre et être d'accord avec l'autre. Et on n'a pas besoin d'être d'accord avec l'autre. Quand Carla me parle de sa manière de vivre la situation, qui est exactement à l'opposé de ma façon de la vivre, eh ben, il y a 2 personnes qui vivent de façon différente une même situation. Et ça, c'est la vie. Et c'est OK. Et c'est OK. Ouais. Mais on n'arrive souvent pas à tenir les 2 réalités. Parce qu'on pense que si je donne de la valeur à la réalité de Carla, moi, j'existe plus. Et en fait,
là, on retourne dans nos histoires d'enfance. Peut-être qu'on n'a pas existé dans les yeux, dans le regard, ou le sentiment de n'avoir pas existé dans le regard d'un père ou d'un parent, etc. C'est ces choses-là qui se rejouent automatiquement. Oui. En fait, c'est vrai que c'est très important ce que dit Carlo, parce qu'en réalité, on a chacun un monde qui a la même valeur, quoi, qui a de la valeur. Et moi, j'aurais presque envie de donner un exemple. Alors, juste avant de donner l'exemple, mais vous n'avez pas donné le 4e pilier de la méthode. C'est l'empathie. Donc, pour nous, l'empathie, c'est imaginer l'émotion. Le sentiment, l'émotion que vit Carlo dans ce conflit. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il se sent seul? Est-ce qu'il est c'est vraiment blessé? Se mettre à la place de l'autre. Hein. Complètement. Complètement. Celui qui prend le rôle de récepteur, il est vraiment au service et en charge de comprendre l'histoire de son partenaire. Et ce qui est assez... Alors, c'est une méthode, c'est assez extraordinaire, mais j'essaie de retranscrire ça, ou de transposer plutôt ça, dans une phase conflictuelle. Mais ça marche. Sans doute, alors, évidemment. Mais c'est pas aussi simple. Hein. Non, c'est pas aussi simple tout au début, parce que c'est un paradigme qui est tellement différent de celui qu'on connaît, que les couples connaissent habituellement, qui est la rhétorique, les accusations, le retrait, enfin tout ce qu'on connaît, les mécanismes. Oui. Et donc là, on demande de changer de paradigme. Et on a les outils vraiment pour aider le couple. Parce que ce qui se passe fondamentalement, c'est qu'on donne la place d'abord à l'un, et l'autre se met au service de cette personne. Et puis ensuite, on inverse les rôles, de manière à ce que chacun puisse se sentir entendu, vu, reconnu dans sa réalité, sans avoir besoin que l'autre soit d'accord ou pas. Et ça rencontre à peu près, moi je pense, le 90% des problèmes de tous les couples du monde, qui sont la blessure principale, c'est le sentiment de ne pas avoir été vu, de ne pas exister, de ne pas avoir sa place. Après, tout le reste va tourner autour et tout le reste va être une amplification de ces sentiments-là. Mais le sentiment de manque d'amour... Sentir aimé, oui. Sentir aimé... Désiré, oui. Désiré, c'est-à-dire, oui, le sentiment, par le fait d'être désiré, c'est que j'existe, je suis important, j'ai une place. C'est ça vraiment le cœur vraiment de tous les problèmes. Et donc, dans cette vision, dans ce travail de l'imago, on offre énormément de place justement au regard. Parce que les positionnements des couples, quand on fait le travail, c'est tout proche l'un de l'autre. Main dans les mains, les yeux dans les yeux. On apprend on est à 30 cm l'un de l'autre. À construire un petit pont entre les deux et à rester là-dedans. Même s'il y a plein de réactions, de pouvoir apprendre à lâcher les réactions et rester dans la connexion avec l'autre. Donc on travaille sur un plan qui est très différent de tout ce que les techniques de travail de couple nous ont proposé jusqu'à présent, où il y a plutôt une tentative d'arranger, de négocier, etc. Est-ce qu'avec cette technique, vous pourriez dire que on peut sans doute résoudre tous les problèmes de couple? Ce serait prétentieux, je pense. Une grande... C'est-à-dire que... Est-ce qu'on pourrait éviter, je reformule, est-ce qu'on pourrait éviter les séparations de couple? Oui, ça oui, nettement oui. Parce qu'il y a des gens qui se séparent parce qu'ils sont incompris, parce qu'ils ne se comprennent pas. Or, ils s'aiment. Oui, absolument. Mais vous savez, le couple, quelque part, c'est tragique parce que les gens s'aiment. Justement, ce que vous dites, ils s'aiment, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a trop de conflits, trop de tensions. La communication ne passe pas. Chaque fois qu'on voit des couples qui se séparent, on voit aussi toute la souffrance qu'il y a. C'est vraiment... Chaque fois, j'ai beaucoup d'empathie pour les couples, moi, parce que je me dis, ils ne font pas exprès. Mais ils ne savent pas que c'est le 90% du passé qui revient. Mais alors, ils se chicanent l'un l'autre, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer aussi là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours profondément étonné dans le couple. C'est le fait d'entendre ces couples qui disent « Je te quitte, mais je t'aime ». Ça me semble une aberration. Je ne comprends pas ça. Je te quitte, mais je t'aime. Ouais, je t'aime et ça sous-entend pour moi, et j'attendais tellement que tu me montres aussi que tu m'aimes et que tu me donnes ce dont j'ai tellement besoin. Et ça n'a jamais pu être exprimé. C'était exprimé sous la forme de reproche. Tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Mais la plupart des couples ne savent pas exprimer ce dont ils ont fondamentalement besoin, tout au fond, pour se sentir
aimé, pour se sentir vu, pour se sentir entendu. Et donc, il y a cette négation de tout cet enjeu qu'il y a entre deux personnes, avec des rencontres où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'envie d'être ensemble, mais l'incompétence pour pouvoir faire ce qu'il faut pour créer de la sécurité, pour sentir que l'un et l'autre ont leur place, même si on a des fois des tensions. 46 ans de vie commune, encore aujourd'hui, on peut s'engueuler. Mais la différence, c'est que dans les minutes qui suivent, sans faire quoi que ce soit, maintenant, parfois, on fait des dialogues, on refait des dialogues, mais souvent... On désamorce. Ça se désamorce tout seul. Oui, parce que c'est comme si la réactivité a été remplacée par plus de conscience. Mais en même temps, je vais vous dire, ça serait un comble. Si ça ne marchait pas. Si ça ne marchait pas. Hein, je crois qu'on ne ferait plus ça. Hein. C'est sûr que ça prouverait que votre méthode n'est pas tout à fait au point. Or là, visiblement, c'est beau, 46 ans, avec des caractères qui s'opposent de temps en temps. En fait, ce que vous disiez, que vous n'arrivez pas à comprendre, je pense que c'est la quantité de souffrance, de blessures de l'enfant. Parce que les plus grosses blessures, elles ont lieu entre 0 et 5 ans. Autrement dit, on ne s'en souvient pas. Donc, c'est compliqué de pouvoir comprendre que si j'ai tant de difficultés avec mon partenaire, c'est lié à ces blessures-là. Les gens ne le voient pas, ne le savent pas, mais leur vie devient impossible, ils se quittent. Mais en réalité, moi, je peux tout à fait comprendre ça. Et ce que j'aurais envie de dire à ces couples, pars si tu veux, va habiter ailleurs, mais continue le travail avec ton partenaire. Continue de... Peut-être des fois, c'est tellement difficile. Pourquoi pas, on prend un appartement ailleurs pendant une année, je ne sais pas. Mais par contre, il faut se mettre en travail. Et ça, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de miracle. C'est comme un pianiste qui dit « J'aime tellement la musique, mais j'y arrive pas ». On va lui dire « Écoutez, il faut travailler un petit peu encore ». Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Carla, parce que certains disent, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, c'est que ce qui permet la longévité du couple, c'est aussi parfois de vivre chacun chez soi. Alors je ne pense pas à la longue, parce que c'est de nouveau éviter de faire le travail qui fait qu'on devient soi-même, les deux, et puis aussi qu'on lâche notre ego. Hein, parce que, je veux dire, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Si je veux tout ce que je veux pour moi tout le temps, ça ne va pas marcher. De nouveau, si tu permets, je mettrai ce « et » qui est le travail du couple qui est si difficile, c'est qu'en même temps, il faut qu'il y ait une différenciation, parce qu'on est deux êtres différents et on a chacun, individuellement, quelque chose à vivre sur cette terre, quelque chose à réaliser, une trace à laisser, pas seulement en couple, mais aussi individuellement. Et puis, il y a aussi la connexion, le lien, la capacité de recréer un lien d'intimité, un lien de respect, un lien fort. Et ça peut paraître antinomique, les deux choses. En même temps, je dois m'individuer et en même temps, il faudrait que je crée le lien. Oui. Et donc, on a toujours dans le couple, presque toujours, dans le 90% des cas des couples, un des deux qui va favoriser la différenciation, c'est-à-dire qui va plutôt chercher à développer, à se retirer un peu, à garder l'énergie à l'intérieur, et l'autre qui va être plutôt dans la recherche du lien, qui va demander, quémander, qui va peut-être rouspéter un peu plus. Et ça, c'est fondamentalement la base des conflits, des luttes de pouvoir des couples. Ce n'est pas les personnes elles-mêmes, c'est leur structure fondamentale qu'elles ont développée. Voilà, c'est des structures qu'ils ont développées depuis la première semaine de vie, face à la vie elle-même, face aux difficultés, face aux liens, se sont sentis abandonnés ou rejetés, basiquement. Et on retrouve ça dans le 90% des couples. Alors après, ça s'est développé, on a expérimenté aux différents stades de développement de la vie. Chacun a développé des stratégies. Hein. Mais globalement, ou basiquement plutôt, c'est à partir de là que les problèmes commencent. On appelle ça la tempête de grêle et la tortue. C'est la bagarre pour la lutte du pouvoir. La tempête qui veut toujours la relation, la tortue qui dit « Oh, 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 laisse-moi tranquille ». Dans votre couple, qui est dans la lutte de pouvoir? Alors, on est les deux ensemble. La lutte de pouvoir, elle est créée par la différence. Justement, par le fait qu'un des deux est tortue et l'autre est tempête de grêle. Alors et vous avez bien désigné, là, pour le coup? Oui. Tortue en parlant de vous et tempête de grêle pour parler de Carla? Oui, mais
C'était comme ça. C'était comme ça, Parce ça que allait je ne plus suis pas sûre qu'on est trop là-dedans encore aujourd'hui. Ok. Mais en fait, là, naturellement, Carlo n'avait pas du tout besoin de tout ce que je venais. Je lui disais, je veux plus de relations, je veux plus de liens. Si c'est comme ça, alors ça ne vaut pas la peine d'être deux. Enfin, je demandais énormément, presque autant. Comme enfant, je me suis sentie assez abandonnée dans la première année. Qu'est-ce que ça révèle de vous voilà. Dans votre adolescence? Et donc, je voulais enfance. tout le temps ce lien. Et lui, il était juste à l'opposé. On partait faire un tour au marché. Souvent, je ne le retrouvais plus à côté de moi parce qu'il avait rencontré quelqu'un. Il était parti 10 mètres plus loin pendant que j'achetais une salade. Et puis, il ne se préoccupait pas du tout de moi. Ouais. Je regardais, je disais, il a passé où? J'étais déjà blessée parce qu'il discutait avec quelqu'un 10 mètres plus loin. Donc ça, c'était une blessure d'abandon. Tout début. Hein. C'était une blessure d'abandon, puisque dans son histoire, il y a eu beaucoup d'abandon. Moi, j'ai vécu, au même stade d'enfance que Carla, des sentiments de rejet. Parce que, je peux en parler si vous voulez après, mais je me suis senti passablement rejeté, pas désiré pour qui j'étais. Et donc, chaque fois que Carla me faisait un reprochement, enfin, reste avec moi, pour moi, ça résonnait dans ma conscience, dans ma compréhension. Je ne fais pas ce qu'il faudrait, je ne suis pas la bonne personne. Et donc, ça rejoignait, je fais un peu un résumé là, un raccourci plutôt, et ça rejoignait immédiatement ma blessure de rejet. Mais est-ce que ça veut dire que ces blessures respectives que vous aviez, avec votre approche et la méthode, vous les avez définitivement cassées, ces blessures? Oui, je pense. Ou vraiment. réhabilitées Vraiment. Oui, je dirais avec une petite réserve, c'est que de temps en temps, ça réapparaît, ça nous permet de faire encore un tout petit peu de travail. Et quelque part, c'est comme des plures d'oignons. Hein. Il reste encore 2-3 petits trucs comme ça, résidus. Il y a des petits relents de temps en temps. Oui, des petits relents, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Personnellement, je ne me sens plus du tout abandonnique, alors que je l'étais terriblement beaucoup. Donc, je trouve que ça guérit vraiment. Personnellement, je trouve que c'est très différent que quand je t'ai rencontré. Et toi aussi. Ouais. Parce que toi, tu venais pas beaucoup dans la relation. Hein. Non, moi, j'étais... Et c'était pas... J'adorais Carla. Je me souviens que quand on a décidé de vraiment vivre quelque chose ensemble, j'avais une conviction, et je l'ai toujours, que je quitterai jamais cette femme. Que quoi qu'il arrive, il y avait quelque chose qui m'amenait vraiment à... Alors, c'est des fois des rêves, mais enfin là, c'est quelque chose qui a duré, puis ça fait 46 ans et j'ai jamais eu l'envie, le désir ou l'idée de la quitter. Oui, comme ça, pendant une fraction de quelques minutes. Ouais, sur une engueulade d'un instant. Je m'en vais. Mais je veux dire, autrement, au fond de moi, c'était toujours une sécurité que j'allais vraiment rester, parce que j'avais trouvé quelqu'un qui en même temps me dérangeait, mais me montrait qu'elle voulait vraiment, qu'elle tenait à moi. Et au fil des années, elle me l'a prouvé, parce que justement, elle m'en demandait plus. En même temps, ça me dérangeait, mais en même temps, grâce au travail Imago, ça m'a permis de me sentir désiré vraiment. Et moi, mais ça s'est fait aussi naturellement, vouloir moins. Être contente avec ce qu'il y a et qui je suis. Pas vouloir que lui, il porte les choses à ma place ou qu'il me prouve en permanence qu'il m'aime, quoi. Est-ce que ça veut dire que dans l'approche des couples qui suivent votre accompagnement, c'est un vrai travail à 50-50? 100-100. 100-100. 100-100. Ouais, 100-100. Il faut dire 100-100. Parce qu'autrement, 50-50, c'est oui, peut-être moi je suis à 51 et elle à 49. Ouais, c'est ça, c'est un investissement total de part et d'autre. Oui. C'est ça que je crois que les couples n'ont pas compris, pourquoi ils se séparent tellement à l'heure actuelle. C'est parce qu'ils n'ont peut-être pas le courage de l'investissement qu'il faut, parce que vraiment, on va traverser des eaux qui ne sont pas calmes parfois. Sûr. Et ça demande beaucoup de courage. Mais quand vous dites 90% des problématiques de couple sont dues effectivement à des blessures de notre enfance, des failles de notre enfance, des fêlures, quid des 10% qui restent? Là, il faut provoquer quelques changements. On a un dialogue pour provoquer des changements. Je ne sais pas, j'imagine... prenons l'exemple du partenaire qui est toujours en retard. Ça ne peut pas durer qu'il soit toujours en retard. À un moment donné, ça ne peut pas durer. Bien ça. Alors, en fait, on va faire le dialogue Imago habituel pour comprendre qu'est-ce qui se joue chez la personne qui est toujours en retard. Et puis,
on va aller fouiller son enfance, essayer de comprendre les mécanismes et tout. Mais à un moment donné aussi, on va lui dire, écoute, voilà, j'ai une frustration totale de ton retard. Et donc, on va mettre en place un dialogue sur les changements. Et c'est très beau, c'est un très beau dialogue parce que la personne qui est frustrée, elle propose 3 choses différentes à faire pour peu de temps, disons 1 mois, 2 mois, 6 mois maximum. C'est la personne frustrée qui va proposer, dire, bon, écoute, je te propose que... Et puis, elle va trouver des idées pour que la personne en face puisse s'exercer à arriver à l'heure. Et c'est super sympa parce que c'est pas, maintenant ça suffit, tu dois venir à l'heure. C'est, voilà ce qui se passe chez moi, voilà la blessure que ça engendre. Si je donne un exemple d'une femme qui arrivait toujours en retard avec un homme dont son papa ne venait pas le chercher à l'école. Deux choses très difficiles qui se rencontrent. Et bien là, on va quand même dire, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de demander à ta partenaire, la personne qui est frustrée, pour 3 mois ou pour 6 mois par rapport à l'heure. Et elle va faire des demandes très, très spécifiques, positives, mesurables dans le temps, qu'elle va appliquer pour un temps court, pour voir qu'est-ce que ça apporte dans le couple. Mais alors ça, c'est intéressant parce que sur une situation donnée, et notamment vous prenez l'exemple de la personne qui est toujours en retard. Donc, ça veut dire que dans son enfance, quelque chose s'est joué pour qu'aujourd'hui, elle soit tout le temps dans cette situation-là. En revanche, en face, celui qui est toujours à l'heure et qui ne supporte pas la personne qui est toujours en retard, ça veut dire aussi que dans son enfance, il y a quelque chose qui atteste du fait qu'il a besoin systématiquement de être à l'heure. Ouais. Ben, y a une petite différence parce que quand on donne un rendez-vous, on est 2 adultes majeurs responsables qui déterminons une heure qui nous convient pour les 2. Donc là, quand même, je veux dire, pour moi, c'est assez clair que si je donne un rendez-vous à quelqu'un, c'est parce que ça me va. Et voilà. Mais... Je vais pas jouer là-dessus. Normalement, on se rend à l'heure. Après, il peut y avoir des problèmes. On peut se téléphoner, là, ce que j'entends plutôt, la question, c'est si pour la personne qui ne supporte pas, OK, on peut le comprendre, lié à l'histoire, et l'autre qui est toujours à l'heure, peut-être effectivement, si on va chercher un peu plus loin, pourquoi ça me touche comme ça, fait que l'autre soit en retard. Et il y a aussi certainement quelque chose qui est lié à l'enfance. Est-ce qu'on va le chercher dans la méthode ? Oui. Mais parce que ce qu'il faut rajouter dans cet exercice, et c'est comme dans tous les dialogues, parce qu'il y a différentes formes de dialogue, différents exercices, toujours les 2 partenaires travaillent en même temps. Dans l'exemple de Carla, où elle va, en tant que personne blessée par mon retard, disons, ce qui n'est pas le cas, je précise. Non, ce n'est pas notre histoire. Mais, voilà. Ouais. Mais disons, voilà, ce serait comme ça. Elle va me faire une demande. Automatiquement, le cadeau que je devrais lui offrir pour lui aider à mettre du baume sur sa blessure d'enfance va m'obliger, moi, à sortir de certaines de mes structures. Donc aussi, quelque part, à m'assouplir. Et si je peux lâcher certaines structures, il y a d'autres qualités qui vont pouvoir se développer. Parce que les structures qu'on a mises en place pour fonctionner, elles enferment, elles enquistent des qualités qui ne peuvent pas s'exprimer. Trop de structures, trop de rigidité, par exemple avec l'horaire, peut-être empêche à une certaine créativité, pour donner un exemple. Et donc, ce que me demande Carla, c'est comme si elle va m'aider à ôter des armures de protection que j'ai mis en place depuis tout petit. Mais c'est là où j'ai parfois un peu de mal à comprendre sur cette histoire à l'heure, pas à l'heure. Ça me parle, parce que moi, j'ai une obsession de l'heure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'heure. Et en même temps, quand on se retrouve face à quelqu'un qui ne l'est pas, on pourrait très bien se dire, attendez, la politesse de la ponctualité reste essentielle. Oui. Donc, on n'est pas obligé de se dire, dis donc, si tu as cette rigidité avec l'heure, c'est que ça doit sans doute expliquer quelque chose de ton enfance ou pas. Non, c'est juste une question de politesse. Absolument. Exactement. Mais si ça crée un conflit dans le couple qui se répète... Mais c'est que l'autre a un problème avec l'heure. Alors, c'est l'autre qui a le problème. Mais pourquoi avez-vous choisi une personne
qui a des difficultés avec l'horaire. Mais parce qu'elle a des tas d'autres qualités, incontestablement. Mais pourquoi ce problème-là? Alors, pourquoi ce problème-là? Ouais. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi il me touche comme ça? Alors, moi, j'aimerais juste donner une explication plus concrète, parce que, par exemple, moi, je suis aussi une personne, en principe, je suis toujours à l'heure. Ouais. Je préfère arriver un quart d'heure avant, boire un café. Voire une heure en retard. avant, moi-même. Ouais, C'est voilà. pour vous dire. Et en fait, quand je regarde ce qui se passe chez moi, c'est que vu que j'étais abandonnée, si quelqu'un n'arrive pas, il y a tout de suite une tension qui monte en moi. OK. Je me sens, au niveau énergétique, tendue. OK. Et cette tension, c'est est-ce qu'il va venir? Ou pourquoi est-ce qu'il ne me respecte pas? C'est ce genre de truc, mais qui me rejoint de nouveau dans ma toute petite enfance. Mais vous n'avez pas la peur d'être en retard. Moi, c'est ça qui est le plus important. Non, j'ai pas la... C'est pas le fait d'attendre parce Ouais. que je suis en avance. C'est le fait de me dire oh, ne sois pas en retard. Alors, en fait, moi, je me débrouille aussi pour ne pas être en retard. Hein. Tu es d'accord? Hein? Je Oui. dis toujours à Carlo, vaut mieux qu'on soit une heure avant, et puis on est tranquille. Alors, mais est-ce en qu'on doit réalité- rechercher la blessure qui se cache derrière cette peur d'être en retard? On va chercher la blessure seulement si S'il y a cette le situation crée du conflit et d'une manière répétitive dans le couple. C'est le cas. Alors, si c'est le cas, Il ce faut serait chercher, intéressant ouais. de chacun à tour de rôle d'explorer ce qui se passe. Parce qu'avec cette façon de parler en termes de je comme émetteur, c'est-à-dire d'arrêter de projeter la responsabilité de mon insatisfaction, de mon inconfort, et de le rejeter sur le partenaire, c'est de comprendre toujours pourquoi je suis comme ça touché, pourquoi j'ai besoin de ceci et de cela. Voilà. Et le travail de l'imago, justement, de ce positionnement, de ce face-à-face avec ses miroirs, etc., permet de faire cette introspection. Parce qu'autrement, on va toujours... Moi, je suis dans mon bon droit, voilà, etc. Pourquoi c'est toi qui as la faute? C'est toi qui es responsable. Et donc, c'est de comprendre en quoi ça me touche. Pourquoi? Pas en termes de responsable, coupable, mais pourquoi ça me touche comme ça? Autre exemple. Dans un couple, une situation conflictuelle apparaît. Il y a deux postures. Effectivement, il y a une discussion, elle est un peu houleuse et on sent qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et à ce moment-là, il y en a un des deux qui dit « Allez, c'est bon, on passe à autre chose, laisse tomber ». Et puis, il y a l'autre qui insiste en permanence et qui revient en permanence et qui ressasse en permanence. Là aussi, on se pose la même question pour les deux. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui lâche l'affaire et qui ne veut plus en entendre parler et pourquoi est-ce que l'autre passe son temps à insister? Voilà, c'est vraiment une exploration des deux, parce qu'il y a le conflit. Donc, dès qu'il y a le conflit, on perd la relation, on perd le sentiment du lien. Il faut qu'on le retrouve. Et en fait, c'est l'occasion, la chance, l'occasion de travailler là-dessus et d'essayer de trouver quelque chose de nouveau, quitte à mettre en place ce qu'on appelle les demandes de changement de comportement. Parce qu'il y a un seul exercice dans l'imago où on peut faire des demandes de changement de comportement. Comme j'ai dit tout à l'heure, toujours limité dans le temps, juste pour expérimenter. Mais qu'est-ce qui se passe si l'autre, celui qui lâche tout le temps l'affaire, dit « Ok, non, je reste ». Et si celui qui dit « Non, non, non », dit « Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'insiste autant, que tu puisses comprendre ». Et souvent, c'est tellement touchant, c'est là où on entre dans l'empathie, parce que c'est tellement touchant de voir que, quelque part, il y a quelque chose de bien plus profond qui se joue et qui est très beau. C'est pour ça que je trouverais intéressant qu'on donne un petit exemple. Je vais juste rajouter une petite chose, parce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont les structures de tempête de grêle, tortue, maximiseur, minimiseur, qui sont à la base des conflits. Ce n'est pas le contenu de l'histoire. Le contenu de l'histoire nous permet d'aller beaucoup plus loin par rapport avec les horaires ou Dieu sait quoi. Ça, c'est anecdotique. Bien sûr. Mais ça nous permet de comprendre nos structures. C'est-à-dire, il y en a un des deux qui dit « Ouais, mais bon, c'est pas si grave », et l'autre qui va revenir. Eh bien, c'est la tempête qui se sent abandonnée, qui se sent pas prise au sérieux. Et la tortue qui dit « Ouais, bon, écoute, voilà, on va pas mettre de l'importance là-dedans ». Et ça, c'est le chemin. Le conflit va nous amener pour
lâcher un peu plus ces structures. Parce que je rappelle une chose, c'est que toutes ces structures qu'on a mis en place, un peu comme un bonsaï qu'on a formaté comme ça, et on a été formaté par rapport à notre rapport avec l'extérieur, les parents, l'école, etc. L'éducation. Et on était formaté, mais en se formatant, on se prive d'être totalement qui nous sommes vraiment. Et c'est ce que nous disons, ce travail, c'est de viser à retrouver notre entièreté. C'est-à-dire l'être complet, qu'on n'est pas le faux moi, le faux self qu'on a développé pour continuer à être aimé, fonctionner dans la société, mais d'arriver vraiment à reconnecter avec l'essence de qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment ce travail d'une profondeur incroyable que nous offre le dialogue de couple Imago. Récupérer les parties perdues. Les parties perdues. Quand on sait que dans les grandes agglomérations, et les statistiques disent 1 couple sur 3 se sépare. Mais dans les villes, on est à 60%. On est peut-être même à 1 sur 2. 1 sur 2. On est peut-être même à 1 sur 2. Et on ne parle que des couples mariés. Oui. Parce qu'on n'a pas de statistiques pour les couples qui... Oui, en concubinage. En fait, ça démontre vraiment beaucoup à quel point c'est difficile d'être heureux en couple. Et quel courage il faut aussi pour... Bon, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur couple, ils en font un autre, puis peut-être encore un autre, mais les statistiques montrent qu'il y a 50% de divorces au premier couple, 75% au second et 85% au troisième. Donc, quelque part, une fois qu'on a conscientisé ça, si on a envie d'être en couple et qu'on a envie de faire ce chemin, qui est vraiment un chemin magnifique, hein, parce que c'est un chemin où on devient de plus en plus qui on est. C'est un très beau chemin, mais il faut du courage. C'est comme monter à l'Himalaya, hein, il faut du courage. Alors, sans oxygène. Les couples qui vous consultent au travers de ce que vous préconisez sont en général des couples qui sont au bord du précipice, des couples qui viennent consolider quelque chose. Consolider, retrouver, rallumer la flamme. Souvent, il y a des difficultés. La plupart des gens viennent, on n'arrive pas à communiquer. On nous dit ça, c'est souvent l'argument. Et puis il y en a d'autres, bien sûr. Mais il y a différents thèmes. Et puis surtout, il y a des gens de différents âges. Je dis souvent que quand on donnait des stages, on a eu beaucoup de fois des couples très jeunes, 22, 23, 25 ans. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous venez faire un stage de couple là, formidable. Vous êtes, oui, mais en même temps, vous commencez, c'est votre première grande relation. Justement. Commençons sur les bonnes bases, avec les bons automatismes. Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait, on a eu des modèles de parents qui se sont divorcés, on a beaucoup souffert de ça, et on s'aime vraiment et on aimerait faire durer cet amour. Alors moi, j'étais vraiment... C'est beau. Ah oui, parce que à notre époque, nous, quand on était jeunes, on ne connaissait pas on n'avait pas cette conscience-là. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont... Alors, on parle beaucoup de séparation, de souffrance dans les couples, mais il y a aussi beaucoup de couples, de jeunes couples, qui veulent vraiment, qui ont la conscience que c'est un travail, c'est un job. Ils ont vu que ça se cassait la figure un peu autour d'eux, mais qu'eux voulaient le continuer. Et ça, c'est beau à voir. Le premier enseignement, en tout cas, Carlo et Carla, c'est de se dire qu'effectivement, 90% des problématiques que l'on rencontre, des situations conflictuelles que l'on rencontre dans le couple viennent en tout cas d'une blessure émotionnelle de quelque chose. Et je crois que beaucoup de monde est d'accord aujourd'hui avec ça. Bien sûr. On l'entend partout, pas seulement dans l'Imago. On est vraiment fortement invité du côté psychologique ou spirituel à se connaître et à voir vraiment qui on est, arrêter de lutter. On va présenter vos ouvrages pour terminer, et puis on va mettre le site. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, mais je parlais du site, parce qu'on a... peut-être parler, parce que, en fait, vu qu'on est âgé, on a décidé d'arrêter de faire des stages, mais on a mis un stage en ligne. Et c'est aussi ça qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer de transmettre l'Imago à travers ce stage en ligne. Donc un accompagnement en digital? Oui, c'est un stage en ligne qui est basé sur un cours de 12 semaines, où les gens reçoivent chaque semaine un travail à faire avec des vidéos qu'on a fait et des vidéos où on a filmé des couples en situation, vraiment, des théories, etc., un manuel d'accompagnement, et puis en plus des rendez-vous en visioconférence, en Zoom, tous les 15 jours. Et les gens peuvent disposer de ce matériel pendant une année complète, et Zoom et le matériel.
Et nous, et on a allongé de plus en plus le contact avec les gens parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas toujours à faire ça dans les 12 semaines. Donc, on a dit, ben, on ouvre ça sur une année, quoi. Parce qu'on a très envie de toucher le plus de couples possible, que les gens aient au moins pu faire cette expérience et savoir, même s'ils ne le pratiquent pas tout de suite, mais de savoir qu'il y a un chemin, il y a des outils pour y arriver. Et on a, en même temps, à côté de ça, on édite un mini-magazine en ligne gratuite où on écrit 4 articles par mois, où on développe des thèmes et des conseils pour les couples. C'est formidable. Voilà. C'est formidable. C'est notre dernière ligne droite. Non, il y a encore. Non, mais c'est important, notamment, alors, même si vous faites plus du tout de présentiel pour le coup, alors. Alors, on a des clients individuels qui viennent, des couples qui viennent nous voir près de chez nous. Mais nous, d'animer des stages, c'est très conséquent. Bien sûr. Et donc, on ne le fait plus. À part ça, on est de loin pas les seuls. Imagothérapie est très connue. Bien sûr. Oui. Et donc, mais compte tenu de l'âge, on a décidé que maintenant, on allait le faire par Internet. Et puis de transmettre ça à d'autres thérapeutes qui pourront reprendre le flambeau. On met quelque chose dans la durée. Vous formez ? Alors, on n'a pas formé directement parce que moi, j'ai renoncé à... Il faut dire qu'on a introduit cette méthode Imago en Europe à l'époque. Fait ça, Mais moi, j'ai renoncé à former parce que je partais dans une voie d'enseignement uniquement. Et nous, ce qu'on voulait, c'était rester en contact avec les couples et suivre les couples dans le quotidien. Vous avez dû avoir des histoires extraordinaires. Oui, on était beaucoup gâtés, je dois dire, parce que le fait, quand je disais au début qu'on a animé plus de 200 stages résidentiels, mon Dieu, mais le nombre de cadeaux, parce que c'était des stages avec 20, 25 couples, 30 couples, et d'être là en contact et de voir aussi le changement. Parce que c'est d'une puissance incroyable, cet outil, c'est très puissant, de voir des gens arriver parfois assez désespérés, fermés, dans le doute, vraiment avec le frein à main tiré, et de les voir partir avec un visage complètement différent, avec un espoir. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient changé radicalement, mais ils ont compris qu'il y avait un chemin qui existait, qui est possible. Et qu'ils ont un outil, des boîtes à outils. Ce qui a étonné aussi, c'est qu'on est allé à l'île Maurice où il y a des Chinois, des Indiens, des Franco-Mauriciens, des Créoles, et c'est partout pareil. Oui, bien sûr. C'est ça qui nous a scotché parce qu'on se disait mais comment on va faire avec les gens, les termes sont même semblables. C'est fou. Alors après, culturellement, c'est pas pareil, mais le problème du couple, c'est vraiment essayer de redevenir soi-même. Et il y a la lutte de pouvoir et il faut cesser cette lutte de pouvoir pour pouvoir, disons, vraiment voir apparaître l'être qu'on est vraiment. Et en général, dans les couples que vous avez accompagnés, qui fait la démarche d'amener l'autre ? Souvent les femmes. Ah oui. Souvent les femmes, mais chose intéressante, à la fin des stages, parce que là on les voyait sur 4 jours, c'est souvent l'homme qui demandait à revenir. Parce que les outils qu'on propose, parce que les hommes veulent autant la relation que la femme, mais ils ne savent pas le faire, ou ils sont plus en difficulté, et leur chemin est plus complexe, et que souvent il y a la peur de ne pas réussir qui freine aussi énormément et qui fait qu'ils abandonnent. Mais souvent après, à la fin du stage, les hommes me disaient mais moi j'ai envie qu'on prenne ça, qu'on prenne nos 2 séances individuelles ou qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient des outils pour le faire. Et l'un des outils, c'est celui-ci, c'est le petit dernier, l'art du couple, le secret de l'amour qui dure. Voilà. Et l'art du couple, c'est aussi le nom du site, 3 fois W, l'artducouple.com. En un mot, .com, exactement. Et puis, grandir. Grandir et guérir grâce au couple, c'est un petit manuel qui est pour ceux qui veulent juste vulgariser un peu, comprendre ce que c'est que toute cette approche, qui ne vont pas se lancer dans la lecture d'un livre complet. Chez Jouvence. Merci infiniment à tous les deux. Vous êtes beaux. Oh, sincèrement, vous êtes beaux et on sent effectivement cette jolie complicité. Et même parfois, quand vous aviez envie de prendre la parole chacun, on sent qu'il y a la méthode Imago qui intervient aussi comme un automatisme. C'est devenu un peu naturel. Bah oui, évidemment. Juste à la fin, de dire que dans les premiers stages qu'on animait, on a été obligé de s'arrêter et de se mettre en position et de faire un dialogue devant tout le groupe parce qu'on n'arrivait pas, on sentait qu'il y avait une tension. Et donc, on a appris que vraiment, il ne fallait pas avoir peur de se lancer dans ce travail. Oui, et puis que même si on anime un stage, ça nous est arrivé une fois, et puis qu'il y a un conflit,
soyons cohérents. Ben oui, oui, bien sûr. Faisons bien le sûr. dialogue. Allez, quel est le plus gros défaut de Carlo? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ton plus gros? T'es trop rapide, tu vas trop vite, trop fort. C'est le côté fougueux un peu de... Hein, faut le voir. Le plus grand défaut de Carla, j'imagine. t'es un peu trop lente, et puis tu fouiller, tu es toujours allé dans la profondeur. Alors c'est étonnant, c'est étonnant. J'aurais dit l'inverse, moi. Je vous aurais donné les rôles complètement à l'opposé. À l'opposé. Je vous voyais beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus... et Carlo beaucoup plus posé. Oui, en tant que... Moi, je suis tortue, hein. Je ne vais pas aller dans la confrontation trop vite, trop dur. J'aime pas. C'est cette petite retenue. Alors que Carla, elle veut aller à la vérité, directe. Oui, mais vous disiez justement qu'elle va trop vite. Trop lentement. Trop lentement. Oui, oui, mais lentement, mais en profondeur. En profondeur. Ouais, dans les racines. La plus grande qualité de Carlo. Il en a tellement, mais son soutien, sa gentillesse. Ouais. Il est soutenant, gentil, présent. Ouais. On peut compter sur lui. Carla? C'est un amour inconditionnel pour l'autre, pour l'être humain, pour l'espèce humaine. Je veux dire, qui que ce soit, où que ce soit, il y a toujours un rayonnement, une bonté qui émane, même si tu peux rien faire. Mais... Quand on fait la méthode Imago et qu'on est à 30 cm en se tenant les mains, on se pose ce genre de questions? Oui. Qualité, défaut? Oui. Première chose qu'on fait, une qualité que j'aime chez toi, déjà pour sécuriser un peu plus l'espace, je connais si proche. On ne parle pas des défauts. On ne parle pas des défauts, non. On va mettre l'accent sur le positif, beaucoup. Oui. Les défauts, je n'ai pas à parler des défauts de l'autre, parce que ce sont des qualités que je vois ça comme des défauts, mais c'est un jugement. Hein. Et c'est ça, vous avez raison. Et effectivement, maintenant que vous me dites ça, je me dis, mais oui, non, on ne peut pas parler de défaut. Oui, parce que c'est un défaut pour moi parce que ça évoque quelque chose. Ouais. Chez moi, ça touche ça touche quelque chose. J'aimerais pas que ça se passe comme ça. Exact. C'est-à-dire que j'ai de la peine à le suivre, moi. Exact. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai que c'est un défaut. Mais il est remarquable d'efficacité. Donc, c'est une qualité aussi. Magnifique. Mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas important de se concentrer sur les défauts. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était passionnant de vous entendre. Et on va non seulement vous lire, suivre votre enseignement en ligne, hein, on l'a dit, et puis les différentes approches que vous proposez au travers d'Imago, avec également le présentiel en visio, hein, puisque c'est ce que vous préconisez aussi. On va mettre tout ça autour de la vidéo pour que, encore une fois, vous puissiez rentrer en contact avec Carla et Carlo. Merci infiniment d'être venus. Merci à vous aussi. Et bravo pour tout ce que vous faites. L'art du couple. On se retrouve dans 50 ans. On ne sera plus là. Et on refait un point. D'accord. On refait un point dans 50 ans pour savoir exactement si tout a bien fonctionné et si tout est en place. Merci à tous. Vous commentez évidemment avec bienveillance. Merci de votre fidélité. Merci, Carlo. Merci. C'est bien de se remercier aussi comme ça. Ouais. Hein. Ouais. Parce qu'on a fait un travail ensemble. Exactement. Et merci aussi pour votre accompagnement, vos questionnements. C'était toujours dans le... Mais il faut être inspiré. Pousser vers le haut. Il faut être inspiré et vous nous permettez ça. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.